Oubliez les poisons, les complots d'alcôve et les lettres secrètes échangées au clair de lune. Il a existé un empire où l'arme la plus mortelle n'était pas la lame d'une épée, mais l'utérus d'une femme, transformée en une propriété de l'État et en la première machine de guerre biologique de notre histoire. Une civilisation qui a osé redéfinir la nature même de l'humanité, faisant de chaque naissance non pas une célébration, mais un verdict glacial et implacable. Dans ce lieu, le corps de la femme appartenait à la nation, et la maternité était une fonction publique, rigoureusement inspectée et contrôlée. Chaque grossesse y était un projet d'État, et chaque nouveau-né, une arme potentielle ou une erreur à éliminer. Le cri d'un bébé jugé imparfait était réduit au silence à jamais dans les profondeurs d'un abîme, un secret obscur gardé pour préserver la pureté d'une lignée de surhommes. Voici l'histoire de comment l'obsession pour la perfection eugéniste a forgé les guerriers les plus redoutés du monde antique et, par une tragique ironie, a précipité la chute de son propre peuple. La vérité sur la manière dont la déshumanisation programmée de la femme est devenue la plus puissante et la plus autodestructrice des politiques d'État. Avant de dévoiler les rouages de cette machine étatique impitoyable, je vous invite à rejoindre notre alcôve. Si ces secrets commencent déjà à vous interpeller, un simple « j'aime » est un soutien précieux pour notre travail d'investigation. Pour ne rien manquer de nos futures révélations, abonnez-vous et activez la cloche. J'aimerais créer un lien plus personnel avec vous. Dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous découvrez cette histoire. Et surtout, partagez avec moi les noms des figures historiques dont les mystères vous fascinent le plus. Votre passion pour les mystères du passé nous transporte aujourd'hui au cœur de la Grèce antique, dans la vallée austère de l'Eurotas, au sein du Péloponnèse. C'est ici, entre le 8e et le 4e siècle avant notre ère, que prospérait une cité-État qui a hanté l'imaginaire européen. Sparte. Loin de l'effervescence démocratique et artistique d'Athènes, sa rivale, Sparte était une formidable caserne, une oligarchie militaire dont l'unique obsession était la suprématie guerrière. La société y était rigoureusement stratifiée, avec à son sommet les citoyens soldats, les Spartiates, et à sa base une masse d'esclaves, les Ilotes, dont la soumission était garantie par une terreur constante. Le pouvoir n'appartenait pas au peuple, mais à une élite restreinte, 2 rois, 5 magistrats appelés éphores, et surtout un conseil de vieillards, la Gérousie. C'est cette assemblée de 28 hommes de plus de 60 ans qui détenait le véritable contrôle sur le destin de la cité, et comme nous allons le voir, sur le ventre de chaque femme spartiate, transformant la biologie en une affaire d'État. Dans ce théâtre de fer et de discipline, la protagoniste n'est pas une reine au visage connu, ni une prêtresse aux oracles redoutés, mais une figure collective, la femme spartiate. Oubliez l'image de la femme grecque confinée au gynécée, tissant en silence. La femme de Sparte est une anomalie, une créature façonnée par l'État pour une mission unique et brutale. Elle est l'antithèse absolue des courtisanes et des reines de notre histoire de France, qui manièrent leur pouvoir de séduction comme une arme d'influence personnelle dans les couloirs de Versailles. Ici, nulle place pour la galanterie ou l'individualité. La femme spartiate est une matrice, un réceptacle dont la valeur ne se mesure pas à sa beauté ou son esprit, mais à sa capacité à produire des corps robustes pour la machine de guerre. Dès son plus jeune âge, elle n'est pas éduquée pour plaire, mais entraînée pour enfanter. Son corps n'est pas un jardin secret, mais un champ de culture appartenant à la cité, surveillé et optimisé. Et les véritables maîtres de son destin, les personnages centraux de ce drame biologique, ne sont autres que les vieillards de la Gérousie, juges ultimes de la qualité de sa production. Le pouvoir de ces vieillards s'infiltrait dans les aspects les plus intimes de l'existence. Le système de contrôle reproductif spartiate était une architecture d'une brutalité inouïe, et tout commençait bien avant la conception. Dès l'enfance, les filles étaient soumises à un entraînement physique obligatoire et rigoureux. Courses, lancers de disques et de javelots, et même lutte, leur corps était endurci non par souci de leur bien-être, mais pour devenir un moule capable de produire la matière première la plus parfaite pour l'armée. Le mariage lui-même n'était pas une affaire de cœur, mais un devoir civique, une transaction eugéniste orchestrée par l'État. Mais le mécanisme le plus secret et le plus glaçant de ce contrôle absolu se révélait après la naissance. Chaque nouveau-né, avant même d'être présenté à sa mère,
était emmené devant la Gérousie pour une inspection officielle. Dans un lieu appelé la Léchée, les anciens examinaient le nourrisson sous toutes les coutures, évaluant sa robustesse et sa conformation. Ce n'était pas un examen médical, mais un contrôle qualité. Un verdict était rendu, non pas sur la santé de l'enfant, mais sur son utilité future pour Sparte. L'échec à produire un guerrier parfait était considéré comme un acte de trahison envers l'État. Ce que je viens de vous décrire n'est que la procédure, le cadre administratif de l'horreur. La réalité de ce moment crucial est encore plus saisissante. Si cette plongée dans les secrets les mieux gardés de l'histoire vous passionne, votre soutien est essentiel. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos révélations et laissez un j'aime pour nous aider à faire connaître ces récits oubliés. Chaque interaction renforce notre communauté d'esprits audacieux, déterminés à regarder le passé droit dans les yeux, sans détour. Imaginez la scène, dépouillée de toute chaleur humaine. Le père, lui-même un soldat endurci, présente son propre enfant, nu et tremblant, non pas à sa famille, mais à un tribunal de vieillards. Le silence est absolu, rompu seulement par les vagissements du nourrisson. Les mains calleuses des anciens le retournent, palpent ses membres, examinent sa colonne vertébrale, cherchent le moindre signe de faiblesse, la plus infime malformation. Ce n'est pas un acte de soin, mais une expertise de bétail. Les témoignages qui nous sont parvenus à travers les âges, notamment ceux de l'historien Plutarque, décrivent un rituel glacial, une sentence prononcée sans un mot. Si l'enfant est jugé bien tourné et robuste, il est rendu à ses parents avec l'ordre d'en faire un soldat d'élite. Mais s'il est jugé difforme et chétif, son destin est scellé sur le champ. Le verdict est une condamnation à mort. L'enfant est alors emporté, non pas pour être soigné, mais pour être jeté dans un gouffre du mont Taïget, connu sous le nom d'Apothète, le lieu des dépôts. Là, dans l'indifférence la plus totale, la vie jugée inutile à la machine de guerre était éteinte avant même d'avoir commencé. Le verdict de la Gérousie n'admettait aucun appel. Pour la mère, il n'y avait pas de corps à pleurer, pas de rituel funéraire pour apaiser sa douleur. Son enfant disparaissait, effacé des registres de l'État comme s'il n'avait jamais existé. Un secret de famille honteux, un échec personnel face à la nation. Il n'existait aucun protocole de suivi psychologique, aucune compassion. Le silence était la seule règle. Le traumatisme était une affaire privée, une blessure invisible que chaque femme devait porter seule, tout en étant contrainte de se préparer pour la prochaine grossesse, la prochaine inspection. Les conséquences à long terme de cette politique eugéniste furent absolument dévastatrices pour Sparte. En sélectionnant si impitoyablement sa population, en sacrifiant un si grand nombre de nouveau-nés sur l'autel de la perfection militaire, la cité-État a elle-même orchestré son suicide démographique. Les historiens antiques, comme Aristote, ont identifié ce phénomène qu'ils nommèrent oliganthropia, une pénurie chronique d'hommes. Chaque enfant jeté dans le gouffre du Taïget était un citoyen soldat de moins pour la génération future. Cette obsession pour la pureté biologique, cette architecture de la cruauté, a fini par assécher la source même de sa puissance. Sparte ne fut pas vaincue par un ennemi extérieur, mais s'est effondrée de l'intérieur, victime de son propre système impitoyable. L'effondrement démographique de Sparte, cet échec mathématique implacable, n'est que la partie visible du legs spartiate. Son héritage le plus profond et le plus insidieux, souvent censuré ou romancé par des générations de penseurs européens fascinés par sa discipline, est une idée radicale, celle que le corps est un territoire politique et que l'utérus est une ressource stratégique de l'État. Cette philosophie, pionnière dans le contrôle biopolitique, a établi un précédent historique glaçant. En transformant la reproduction en une fonction publique et la femme en un instrument de l'ambition collective, Sparte a planté les graines d'une idéologie totalitaire sur le corps féminin. De nombreux documents et récits historiques ont tenté d'édulcorer cette réalité, préférant célébrer le courage du soldat spartiate plutôt que de révéler la cruauté du système qui le produisait. On a voulu effacer les traces de cette machine eugéniste, mais la vérité demeure. Cet héritage de l'utérus étatique représente l'antithèse la plus extrême de l'idéal de liberté individuelle et de la galanterie qui finira par définir la culture française. L'histoire de Sparte n'est donc pas seulement celle d'une puissance déchue. Elle est un miroir sombre, un avertissement culturel intemporel sur les dangers d'un État qui s'octroie le pouvoir de définir la valeur d'une vie.
Cette histoire nous rappelle à quel point le corps des femmes a toujours été un enjeu de pouvoir, un champ de bataille politique. Le destin de la femme spartiate, si brutal et si éloigné de notre propre héritage culturel, résonne pourtant comme un avertissement universel. C'est pour déterrer ces vérités, pour donner une voix à celles que l'histoire a tenté de faire taire, que notre alcôve existe. Si vous croyez comme moi qu'il est essentiel de révéler ces chapitres cachés, alors rejoignez notre cercle d'esprits curieux. Votre abonnement est un acte de soutien à cette quête de vérité. Chaque « j'aime » permet à ces récits de voyager plus loin. Partagez en commentaire le nom de la prochaine civilisation ou de la reine dont vous aimeriez percer les secrets intimes. Votre voix est essentielle pour guider nos futures explorations. Ensemble, continuons à explorer les couloirs les plus sombres du pouvoir, où nous découvrirons d'autres secrets impériaux, des vérités encore plus troublantes qui n'ont jamais été racontées.